Nous allons enchaîner avec la dernière conférence de cette session avec le professeur Ali Benkader, mon maître et cher ami. C'est le chef de service de l'hôpital, service de pneumologie de l'hôpital Lariana, président de la Commission nationale de lutte anti-tuberculose en Tunisie, coordinateur de l'espace francophone de pneumologie, secrétaire général de l'UMPT et président d'honneur de la Société tunisienne des maladies respiratoires. Je vous donne la parole. Merci mon cher ami. Bon, on va passer à autre chose, peut-être parler de nouveautés thérapeutiques dans la tuberculose. Ce n'est pas une nouveauté de traitement, c'est une nouveauté thérapeutique. Alors, la première question qui peut se poser à nous, c'est quoi de neuf en fait? Alors, le quoi de neuf, quand on voit ce qui se passe au niveau des Big Four, des sociétés nationales, qui tournent le dos réellement à la tuberculose, on peut se poser des questions de savoir si les nouveautés peuvent avancer. Parce que regardez bien les sigles. Il n'y a absolument pas la tuberculose, elle est totalement absente. Et je peux vous dire que dans ces sociétés-là, c'est grâce au groupe de travail de la tuberculose qu'ils sont poussés à faire quelque chose. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la tuberculose est l'épouse de l'humanité. Pour ceux qui ont eu le plaisir, comme moi, de lire le traité de Delarue de 1947, il insistait sur le fait que la tuberculose ne quitterait le monde que si l'humanité le quitte. C'est pour cette raison qu'il faut absolument, pour ceux qui sont actuellement en charge des programmes, ne jamais penser qu'ils ont gagné la partie, parce que si vous pensez que vous avez gagné la partie, tout relâchement se paye cash par une augmentation de la prévalence et de l'incidence. Alors regardez bien ces chiffres-là qui me paraissent intéressants, alors que les Big Four, les sociétés nationales qui s'intéressent, n'apportent pas. Regardez le nombre d'articles en 2009 qui ont été publiés, 6044 articles. Et quand on voit au niveau de la recherche, il y a 75 articles de référence en matière de recherche de tuberculose qui se publient. Pour vous dire combien la tuberculose est intéressante, combien elle pose de problèmes pour l'avenir. Alors regardez, j'aime bien vous montrer cette plaque, et le secret est là. Le secret est là, non pas que pour nous, mais pour le Liban, pour la Tunisie, pour tous les pays. Quand on dit que la tuberculose est estimée à 9,27 millions, quand madame tout à l'heure disait qu'elle avait 642 tuberculeux, en fait les 642 tuberculeux, ils ne représentent que 55% de l'ensemble des tuberculeux qui sont diagnostiqués. Vous avez à peine 4,1 millions de tuberculeux qui sont rapportés. Tout le reste des tuberculeux sont là. Ils sont là, et c'est ceux-là qui vont nourrir la partie apparente de l'iceberg, et ce qui explique que justement avec tous les efforts qui se font, actuellement nous restons toujours dans les mêmes prévalences et dans les mêmes incidences. Ce qui encore ajoute un peu plus à l'idée qu'il fallait apporter de nouvelles thérapeutiques, c'est ce problème de résistance. Vous voyez, malgré les progrès pour réduire l'incidence globale, l'émergence de la tuberculose multirésistante, de la tuberculose ultra-résistante durant ces dernières décades est devenue inquiétante. D'ailleurs, je voulais dire à Mme Ayoub tout à l'heure qu'en fait, au Liban, actuellement, on a une prévalence de 15 pour 100 000. En Tunisie, on a une prévalence de 22 pour 100 000, mais la situation endémique de la Tunisie est moins grave que la situation du Liban, à cause justement du nombre de MDR au Liban, qui est plus important que le nombre de MDR en Tunisie. C'est-à-dire que le langage, maintenant, de la tuberculose va être focalisé en gravité endémique sur plus les MDR et sur les résistants que sur le nombre de tuberculeux présents, parce que c'est là vont nous poser un problème de continuité, de diffusion de la pathologie. Et puis regardez ce chiffre-là, un tiers des cas sont décédés des suites de la maladie. C'est-à-dire quand on décrète qu'on a 39 MDR au Liban, nous allons avoir 13 qui vont décéder de la tuberculose. Voilà ce que l'OMS nous demande, c'est-à-dire réduire de 50% et surtout avoir des performances de résultats de traitement de 84% à 87% de malades qui vont guérir lorsqu'ils sont diagnostiqués. Donc tout cela pour vous dire en fait qu'on a besoin peut-être d'une nouvelle thérapeutique. Mais regardez les protocoles actuels, quand on les voit, ils guérissent quand même 95%. Mais il faut avoir un traitement régulier, comme a dit notre ami tout à l'heure, il y a 55% de perdu de vue, durée de traitement suffisante et souche de BK sensible au traitement adapté. Donc il faut plusieurs conditions. Et regardez un peu ici, quand on voit un peu le traitement antituberculeux actuel, ses limites. Il y a 4 drogues, durée 6 mois, l'inobservance qui pose un gros problème, l'émergence de BK résistants, et surtout, ça, uniquement 2 drogues majeures. Nous avons uniquement l'INH et la rifadine qui sont les drogues majeures. Si on perd l'INH et la rifadine, eh ben, on est démuni pour pouvoir traiter justement ces malades. Alors,
on essaye d'amener la stratégie DOTS, DOTS+, on essaye de la diffuser, de surveiller la prise du traitement, éviter l'inobservance, mais malgré tout ça, nous avons quand même l'émergence de souches qui sont multirésistantes. Alors, quel est le développement? Pourquoi on développe de nouvelles drogues? C'est pour raccourcir la durée du traitement. Il faudrait qu'on puisse une durée la plus courte possible, espacer les prises, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir actuellement des prises hebdomadaires, et surtout agir sur les souches multi-ultra-résistantes. Alors, la question maintenant que nous avons tout ça, avec ce que nous avons-nous besoin de nouveautés? Alors, regardez la liste de tout ce que nous avons. Et malgré toute cette liste-là que je vous demande de lire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes d'antituberculeux. Et malgré cela, actuellement, on fait des efforts parce qu'ils ne suffisent pas à traiter. Et qu'avec tous ces antituberculeux, lorsqu'on a un MDR, 1 sur 3 va vers l'excitus. Nouveauté dans le traitement, depuis 1969, rien du tout. Ce qui a sauvé la mise, c'est en fait les MDR. C'est quand les MDR ont commencé à toucher les pays dits développés, qu'on a commencé à s'inquiéter, et c'est grâce au Global Alliance for TB Drug Development qu'on a eu justement ces nouvelles drogues qui vont apparaître. Alors, les nouvelles drogues, les voici, il y a 25 produits qui sont testés, des drogues initialement développées pour toute autre chose, comme les quinolones, les macrolides, les bêta-lactams, des modifications de classes thérapeutiques comme la rifampicine, l'éthambutol ou le pyrésinamide, des classes nouvelles, et il y a d'autres voies de recherche que je mettrai dans ma dernière plaque. Alors regardez les nouvelles drogues, vous les avez ici, tout ce que vous avez ici, avec justement les cibles d'action. Le drug target, ça veut dire cible d'action, avec toutes les cibles d'action qui sont des cibles tout à fait différentes des drogues que nous avons. Voilà un peu dans l'horoscope où est-ce que sont les drogues par rapport à la phase 1, par rapport à la phase 2 et par rapport à la phase 3. Et vous voyez que dans la phase 3, nous avons quand même 2 drogues qui sont très intéressantes, qui sont les quinolones. Alors les quinolones sont vraiment les fers de lance des nouveautés thérapeutiques de la tuberculose. Ce sont les agents les plus promoteurs. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont intéressants en même temps, aussi bien pour les souches sensibles que pour les souches résistantes. Une chose qui est assez intéressante avec justement ces quinolones, c'est qu'ils ont des concentrations très intéressantes et surtout des demi de vie qui sont beaucoup plus longues. Regardez un peu les protocoles, je vais passer les protocoles. Le flofloxacine est peu intéressante. Pourquoi peu intéressante? Parce que les travaux qui ont été faits avec cette quinolone n'ont pas été faits avec des groupes contrôle. Ceci étant, regardez son taux de guérison, 92%, avec un taux de rechute de 4%. C'est quand même une drogue qui pourrait être intéressante. Par contre, voilà, si vous voulez, la Mercedes des nouveautés thérapeutiques. Il y a la moxifloxacine. La moxifloxacine a été testée dans l'essai phase 2, mais aussi testée dans les essais phase 3 au niveau de l'OMS et la Communauté européenne. Et je vais vous montrer un peu, très rapidement, les quelques protocoles. Alors, dans ce protocole d'essai phase 2, ce qui était intéressant, c'est d'étudier justement la T-bactéricidie précoce, c'est-à-dire le temps mis pour tuer 50% des bacilles. Et quand on voit l'étude à J0, J2 et J3, J5 par rapport à l'INH et par rapport à la rifampicine, on voit que la moxifloxacine a une activité bactéricide qui est similaire aux deux autres. Donc c'est un excellent élément de remplacement, aussi bien de l'INH que de la rifampicine. D'un autre côté, dans cet essai-là, qui est un protocole de monothérapie, dans cet essai-là, qui est un essai de traitement, pas un essai de protocole de monothérapie, on a traité 38 patients, dont 4 avec une tuberculose multirésistante, associés bien sûr à d'autres drogues, aux 3 antituberculeux actifs. Les résultats sont convaincants, la tolérance a été très bonne, et regardez ce taux de guérison. Succès thérapeutique moyen dans 80,6% des cas, mais surtout un succès thérapeutique dans les multirésistances qui atteint 51,7% des cas, ce qui est un taux très important. Donc la conclusion, la moxifloxacine est efficace et bien tolérée. Alors, ça, c'est un travail qui me paraît être le plus intéressant parce que c'est un travail qui a été fait c'est un travail qui a été publié en 2009, c'est un travail qui a été fait plutôt versus INH pour voir si on pouvait remplacer la moxifloxacine par l'INH. On avait pris 2 groupes, un travail qui n'était pas fait en double aveugle mais en double voie, où on avait pris 2 groupes, un groupe qui prenait de la moxifloxacine et un groupe qui prenait de l'INH et qui ont eu un traitement pratiquement similaire.
La conclusion, la voici. La moxifloxacine pourrait être une alternative adéquate en cas d'intolérance ou de résistance à l'INH. Ce qui paraît quand même relativement important parce qu'on commence à introduire, ce que j'avais dit tout à l'heure, la notion de la troisième drogue majeure. Alors celle-ci, si vous voulez, c'est la nouvelle drogue qui est très intéressante, la diarylquinolone, c'est celle qui va, à mon avis, percer énormément dans les multirésistances. Elle cible l'ATP synthase du BK, elle a une CMI qui est basse, elle a une activité bactéricide qui est précoce et tardive. Ça, c'est très important qu'elle ait ces deux-là, précoce et tardive. Elle a une AT bactéricidie qui est supérieure à l'INH et à la rifadine, et elle a une efficacité sur les souches multirésistantes. Alors, il y a eu un travail qui a été fait, ce travail, elle est intitulée la TMC 207. Il y a un travail intéressant qui a été fait par rapport aux souches résistantes et regardez la différence qu'il y avait par rapport au placebo. Ici, à 60 jours, on avait 52% des cultures qui restaient positives, alors qu'avec le placebo, on était à 91% des cultures qui étaient positives, bien sûr avec un traitement associé, pas tout seul. Alors, par contre, le domaine de la rifampicine est un domaine, des rifamycines est un domaine très très décevant. La première, leur problème majeur, c'est qu'elles ont une résistance croisée avec la rifadine. Donc, quand on est résistant à la rifadine, on risque d'être résistant aux nouvelles rifamycines. Le deuxième problème, c'est qu'elles ont des niveaux de tolérance qui ne sont pas bons parce qu'ils ont des toxicités sanguines pour la rifabutine, par exemple, une toxicité avec une neutropénie, une thrombopénie. Et les essais cliniques ont montré qu'il n'y avait vraiment pas d'avantage par rapport à la rifadine. La rifabutine est un peu plus intéressante, la rifapontine est un peu plus intéressante malgré le taux de rechute élevé. Et vous allez voir que dans le prochain travail que je vais montrer, qui est un travail qui sera là, et vous allez voir que dans le résultat, quand on associe la rifapontine à la moxifloxacine, eh ben, on a une association beaucoup plus efficace que l'association INH-rifadine. Donc la rifapontine, lorsqu'elle est associée à l'INH, elle n'est pas convaincante, mais quand elle est associée à la moxifloxacine, elle donne de meilleurs résultats. Le rifalazide est un médicament qui est encore à l'essai, on ne peut pas tirer de conclusion pour l'instant. Alors nous passons à d'autres drogues, et particulièrement au linozolide. C'est une drogue qui est essentiellement intéressante pour le BK sensible, mais surtout pour le multirésistant. Le grand problème de ces drogues, qui sont des drogues pour lutter en fait contre les infections, pas opportunistes, les infections hospitalières, ont des gros problèmes de toxicité hématologique et de toxicité neurologique. La seule chance que nous avons, c'est peut-être, vu leur CMI qui est basse, la possibilité de diminuer les doses. La deuxième drogue de la même famille, la PNU 10048, serait plus active sur le BK. Elle est encore au stade de phase 1, donc on ne peut pas se permettre de tirer des conclusions. L'autre famille de drogues, qui sont les nitroimidazoles, premier produit de collaboration publique-privée dans la recherche, mécanisme double d'action, inhibition de la synthèse protéique et celle des antigènes. À l'étape préclinique, les résultats sont prometteurs. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout ça, c'est l'activité bactéricide sur le BK et sur le sensible et sur les souches de MDR. L'autre effet aussi intéressant, c'est son activité sur le BK qui est 100. Et ça, c'est très important pour éviter, dans certains cas, justement, la réinfection tuberculeuse. Les diamines, qui sont vraiment de très très nouvelles molécules. Alors les diamines sont issues de l'éthambutol. Ce sont des molécules qui sont dérivées de l'éthambutol. Leur effet très important, elles sont bien sûr encore au stade expérimental, c'est qu'elles ont un excellent pouvoir bactéricide rapide et une bonne diffusion cellulaire et une demi-vie qui est intéressante. Donc là, on commence déjà à reproduire des anciens produits à qui on donne un new look. Les pyrrolones, qui est la LL3858, peu d'informations sont disponibles. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est à une activité stérilisante chez la souris. Actuellement, elle est en phase 1 d'essai. Voilà les trois molécules aussi, les toutes dernières qui sont en cours d'études précliniques. Il s'agit de la benzothiazinone, de la dinitrobenzamide, du VI 9376 de la famille des nitro quelque chose. Alors,
leur intérêt, c'est qu'ils ciblent justement quelque chose de très nouveau, qui est la DPR1 épimérase, et qui inhibe ainsi la synthèse de la rabinase, composé essentiel de la paroi mycobactérienne. C'est-à-dire que leur effet est un effet antimultiplicateur du bacille, qu'il soit résistant ou sensible. C'est aussi une voie prometteuse pour la lutte contre la tuberculose MDR. Ces molécules sont très actives contre les souches MDR ultra-résistance de mycotuberculosis. Voilà un peu le cheminement des drogues et vous voyez en fait que les drogues qui sont en phase 3, qui sont les plus intéressantes, sont les quilonones et le grand espoir actuellement porte sur la moxifloxacine qui me semble être le plus prometteur de toutes les drogues et qu'il y a dans le pipeline quand même un certain nombre de drogues qui vont apparaître et dans le, je vous avais monté tout à l'heure, le diarylquilonone qui est le TMC 2007. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le plan de la prévention, c'est le développement des vaccins de la tuberculose. Vous avez certaines nouveautés des vaccins qui se développent. Les vaccins protéiques, ce qu'on appelle le sous-unit vaccine, qui est le sous-unité protéique de vaccin, qui est un vaccin très intéressant. Les recombinants du BCG et les vaccins à partir du DNA. Et vous allez voir que actuellement, ça a donné naissance à un vaccin qui me semble être le vaccin de l'avenir, c'est le MVA85A, qui est actuellement à l'essai. Il y a des travaux de l'OMS qui ont été faits. Il semble excellemment prometteur. Il augmenterait le nombre de cellules T sécrétant l'interféron gamma, mais surtout, il a un très bon profil de sécurité et une tolérance comparable au vaccin qui était déjà utilisé, c'est-à-dire le BCG. Les stratégies thérapeutiques, je reviendrai au principe du traitement de la tuberculose multirésistante, c'est un minimum de 5 médicaments associés à une plus grande probabilité de succès. Voilà un peu le cheminement des médicaments. Une première phase durée de 8 mois, une deuxième phase durée de 18 mois. Et essentiellement, au départ, il y a toujours un produit injectable associé à 4 autres. TB plus VIH, les nouveautés, c'est les guidelines qui sont sortis. Il y en a 3 en fait, celui de l'OMS, celui du NHS et celui du CDC. Alors, je les ai résumés ici en matière de pratique. Regardez, vous avez pour l'OMS, traitement antirétroviral dès que possible après traitement antituberculeux, incertitude pour les CD4 supérieurs à 350, mais je pense que les autres guidelines sont beaucoup plus spécifiques. Regardez bien. Si vous avez des CD4 inférieurs à 100, il faut commencer le traitement antirétroviral après 2 semaines du traitement tuberculeux. Si entre 100 et 200, c'est juste après les 2 mois. Plus de 200 pendant la phase de maintenance. Plus de 350, ils peuvent être recommencés même à la fin du traitement antituberculeux. Ça a été utilisé grâce à 2 grandes études qui ont été menées. Une étude qui a été menée au Cambodge qui s'appelle l'étude Camellia, une autre étude qui a été menée en Afrique du Sud. Les autres voies de recherche, c'est les agents des voies métaboliques spécifiques du BK, les agents ciblant les gènes responsables de la virulence du BK, et surtout cette voie-là, la nouvelle méthode d'administration à travers les liposomes, c'est une méthode qui a été déjà utilisée en cancérologie, c'est une méthode d'utilisation ciblée du produit, et cette méthode est encore d'utilisation pour avoir une efficacité très grande des antituberculeux. L'immunothérapie associée aux antituberculeux, c'est aussi une voie. Alors, je termine avec cette plaque, médicaments contre la destruction des poumons. Les scientifiques de l'Imperial College de Londres, de l'Université Columbia à New York et de l'Université d'East Anglia viennent d'identifier une enzyme clé qui s'appelle la MPP1, responsable de la destruction des tissus pulmonaires en cas de tuberculose. Donc actuellement, les chercheurs sont en train de mettre en place un anti-MPP1 qui, lui, serait peut-être prometteur pour arrêter justement cette destruction. C'est juste publié le 26 avril 2012. Ma conclusion étant la suivante, nécessité de développer de nouvelles drogues antituberculeuses, il faut avoir des majeurs. Ce n'est pas les mineurs qui sont intéressants. Actuellement, nous avons énormément de produits qui sont testés. En 2015, si nous voulons répondre à ce que l'OMS demande, il est nécessaire d'avoir des médicaments qui soient efficaces, tolérants, de durée courte, mais surtout le coût. Parce que si on va mettre en place des produits qui sont coûteux, ils ne serviront à rien, on ne pourra pas les utiliser dans les zones où la tuberculose progresse et où les pays n'ont pas les moyens. Ma dernière diapo, la voici. En conclusion, utilisons d'abord au mieux ce que nous avons à notre disposition avant d'aller chercher ailleurs. Je vous remercie.
Merci Ali, merci à tous les orateurs d'avoir respecté le temps de parole. Nous disposons d'un quart d'heure pour poser toutes les questions à ces trois orateurs. Oui, bonjour. J'ai une question pour le professeur Bendaker. C'est à propos d'une de ses premières diapositives, l'iceberg. L'iceberg est très enfoncé. Est-ce que dans la stratégie, c'est beau traiter, mais est-ce qu'il y a des efforts qui se font pour tenter de dépister ces potentiels tuberculeux-là? Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, c'est très possible de le faire. C'est justement très possible de le faire, comme l'a montré tout à l'heure mon ami. Par exemple, le quantiférant est un moyen de dépistage pour le faire, mais il y a d'autres moyens de dépistage pour le faire parce que ça touche des populations à risque. Je ne sais pas si vous avez regardé le fond de l'iceberg, j'avais mis sujet contact qu'il faut aller chercher, j'avais mis prisonnier qu'il faut aller chercher, j'avais mis immigrants qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes de guerre les poches de résistance. Car on ne peut lutter contre l'endémie tuberculeuse qu'en essayant de neutraliser les poches de résistance. Si vous ne neutralisez pas les poches de résistance, eh ben, l'eau de l'iceberg sera complètement nourrie par ce qui va arriver de dessous. Et c'est pour cette raison que j'ai mis cette partie, en fait elle est disproportionnée. La partie haute est plus importante que la partie basse. Mais la partie basse, c'est une proportion, si vous voulez, d'effort à faire. L'effort de la partie haute est très faible à faire. Parce que celui qui va venir à la partie haute, c'est quelqu'un qui va avoir des symptômes. Il va cracher, il va avoir son hémoptysie, il va avoir plein de symptômes qui sont significatifs, il va avoir des modifications radiologiques, ça va vous pousser à demander la bacilloscopie. Mais celui qui est en bas de l'iceberg, il faut aller vraiment le chercher et faire des efforts pour pouvoir diagnostiquer la maladie et éviter sa dissémination. Parce que chaque tuberculeux qui arrive déjà à l'hôpital a déjà contaminé 10 avant lui. Ce n'est pas l'hôpital qui est contaminant, c'est avant qu'il n'arrive. Question à Dr Fadi. Dans les cas où il est difficile d'obtenir un prélèvement pour diagnostiquer une tuberculose, il y a une opacité parenchymateuse, est-ce que la valeur prédictive négative élevée des IGRA permet d'exclure la tuberculose pour nous aider? C'est-à-dire, non, est-ce que c'est faisable? Oui, merci, Dr Khoury. Oui, effectivement, je n'ai pas abordé un peu disons, j'ai voulu avoir un raisonnement un peu schématique et didactique, c'est-à-dire, en gros, laisser penser que les tests IGRA actuellement, dans leur phase actuelle, permettent d'aider dans la tuberculose maladie, est un message qui aurait tendance à une surutilisation dont malheureusement on en pâtit. C'est-à-dire actuellement, les 3/4 des tests IGRA sont utilisés à tort et à travers. Mais dans le raisonnement que vous tenez, il y a effectivement une place, c'est-à-dire en gros, quand on a dans un pays faiblement prévalent, ils ont, disons, compte tenu de leur sensibilité très bonne et de leur spécificité excellente, une forte valeur prédictive négative. C'est-à-dire quand on est dans un contexte, par exemple, de pleurésie ou dans un contexte d'adénopathie médiastinale, on peut s'aider pour éliminer une tuberculose. C'est-à-dire une atteinte hilaire quantiféron négatif a plus de chances d'être une sarcoïdose, par exemple. Tout à fait. Mais bon. Je voudrais poser une question pour l'intérêt de l'IGRA dans les pays à forte endémie, justement, où la vaccination est systématique. Tout à fait. Alors, là aussi, l'intérêt de l'IGRA, d'une façon générale, dans des pays à forte prévalence ou à forte incidence de tuberculose, est un intérêt extrêmement limité. Parce que quand on dit un pays à forte incidence, on dit souvent un pays à faible revenu. Or, dans un pays à forte incidence avec de faibles revenus, on est dans une phase de dépistage de la maladie et encore, je dirais, de la maladie excrétrice de BK. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, le professeur Bentreder le dira mieux que moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On met des dispensaires où on dépiste du BK au direct pour cacher la chaîne de la transmission.
pour casser la chaîne de la transmission. On n'est pas dans une phase qui est une phase très avancée, où on a très peu de tuberculose et où il faut aller chercher la partie encore très immergée de l'iceberg qui sont les infections latentes. Donc je répondrai en disant, ils n'ont pas d'intérêt parce qu'on n'est pas stratégiquement dans une optique d'aller dépister l'infection latente dans ces pays-là. On est dans une optique de dépister la maladie et la maladie à forte transmission. Dans un pays, je dirais comme le Liban, je pense qu'ils ont leur place parce qu'au Liban, l'incidence est relativement faible, parce que les moyens ne sont pas si dépourvus que ça, et si on se limite à la population ou au groupe qui est celui à haut risque d'être infecté et à haut risque d'être récemment infecté, c'est-à-dire la famille, je pense qu'il y a réellement une place pour dépister l'infection latente au sein de la famille de la personne infectée et d'apporter un traitement préventif pour éviter le développement dans 10% des cas de la maladie. Et le traitement préventif, je profite pour vous dire que le gold standard, c'est Rimifon 9 mois. Celui qui est très utilisé largement en France et dans beaucoup de pays, c'est Rimifon Rifampicine 3 mois. Voilà, j'en ai pas parlé parce que ce n'était pas non plus tellement l'objet, mais voilà, donner Rimifon Rifampicine sur 3 mois, ça peut être intéressant. Je voulais aussi vous poser une question, Dr Atouni. Enfin, deux questions. La première, c'était sur la sensibilité des IGRA, parce que en fait, on dit que ce sont de bons examens qui sont relativement sensibles, mais finalement, quand on les compare à l'intradermoréaction, ils ne sont pas tellement meilleurs selon les conditions et puis sont très dépendants de l'état du patient sous-jacent. Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'était, d'accord, on ne les utilise pas chez l'enfant, chez le petit enfant, parce qu'ils ne sont pas très sensibles, mais qu'est-ce que vous faites pour dépister les primo-infections chez les enfants ? Alors, concernant la sensibilité, les différentes méta-analyses actuellement nous donnent une sensibilité qui tourne autour de 85%, avec une spécificité autour de 95%. Cette sensibilité autour de 85% est légèrement supérieure à la sensibilité de l'IDER, qui se situerait entre 70 et 80%. Mais, quand on parle de sensibilité de l'IDER, quelle est la valeur que l'on retient ? Est-ce la valeur de 5 mm? Est-ce la valeur de 10 mm? Est-ce la valeur de 15 mm? Est-ce dans les pays à vaccination prédominante ou dans des pays à vaccination non prédominante? Quelle est la technique qu'on utilise? C'est-à-dire que là, on s'expose à une multitude de variables dont on ne connaît pas, dont on ne maîtrise pas les différents paramètres. D'où, si vous voulez, quelque part, l'intérêt d'avoir un test biologique qui permet d'être neutre par rapport à toutes ces variations qui sont des variations entre les pays. Par exemple, le Japon, il vous dit, moi je prends un érythème à 20 mm comme positivité. Bon, les États-Unis, ils vous disent, moi 5 mm, pour moi c'est une IDER positive. Dans des pays, on va dire, c'est positif à 10 si c'est vacciné, si c'est à 15 quand c'est pas vacciné, pour l'enfant c'est plutôt 5. Ouais, donc on rentre dans quelque chose où la comparaison devient problématique. Donc, pour répondre à la sensibilité, ils sont légèrement plus sensibles en termes de méta-analyse, mais ils sont tellement plus spécifiques que là, clairement, ils ont un intérêt prédominant à cause de leur spécificité. Pour la question qui concerne les enfants, il n'est pas sûr qu'ils soient moins mauvais que l'IDER, sauf qu'on n'a pas d'études à ce jour qui permettent de les utiliser couramment chez les moins de 5 ans. Mais il n'est pas du tout sûr qu'ils soient plus mauvais que les enfants. Voilà. Mais en tout cas, en France, la commission du Haut Conseil de santé publique auquel j'ai participé et qui a donné ses conclusions en juillet 2011 utilise clairement, d'une façon systématique, leur utilisation quand il faut les utiliser. Et il faut les utiliser que dans certaines conditions pour les plus de 5 ans, dès l'âge de 5 ans. Ali, tfadal. Non, je voulais juste répondre à Hedia tout à l'heure concernant le problème justement des pays à haute prévalence. Moi, je ne suis pas d'accord pour le 20, l'OMS s'arrête à 20. Moi, je pense que haute prévalence, c'est largement 40, parce que 20, on est quand même dans des prévalences relativement basses. Bon, c'est un problème d'appréciation. Là, par contre, les recommandations de l'OMS, ce n'est pas les IGRA. Recommandations de l'OMS, c'est emmener en périphérie, Mme Ayoub le sait, emmener en périphérie le gene expert, emmener en périphérie l'immunofluorescence, alors que dans nos pays, on a tendance plutôt à mettre le gene expert au niveau des universités, alors que ce n'est pas sa place, c'est un endroit de dépistage pour qu'il soit
pratiquement près justement des zones, comment dirais-je, à proximité des zones de dépistage, et c'est ce qu'on recommande. À savoir que les IGRA, on ne les a pas eu au départ pour la tuberculose. Les IGRA ont été conçus au départ pour suivre les malades qui suivaient les médicaments high-tech rhumatologiques. Nous, on en a profité après pour les introduire. Mais quand ils ont été conçus au départ, ils n'ont pas été conçus en fait pour nous. Mais on en a profité parce qu'ils coûtaient très très cher au départ. C'est maintenant qu'ils ont été commercialisés. Et là, je recommande de ne pas se jeter dessus parce que je sais qu'en Tunisie, les médecins les demandent un peu trop à tort à travers pour faire le diagnostic de la tuberculose et pour traiter en plus, ce qui est complètement faux, alors qu'on a d'autres moyens où on est sûr qu'il s'agit de la maladie et où on est sûr de donner le bon traitement. Voilà. Alors si on a des possibilités de mettre ces outils comme le GeneXpert et comme l'immunofluorescence le plus en périphérie pour avoir des diagnostics justement de dépistage plus intéressants, ça serait meilleur que de s'amuser à faire des IGRA à tort et à travers. Il était bien de rappeler qu'effectivement, les tests IGRA, les tests interférents n'ont aucun intérêt dans le diagnostic de la tuberculose maladie. Mais qu'en est-il des tuberculoses extra-respiratoires? Ça rejoint le même objectif, c'est-à-dire en gros, les tests IGRA mesurent quoi? Ils mesurent une infection à mycobactéries tuberculosis, point. Donc ils ne mesurent pas une évolutivité de cette mycobactérie, ils ne mesurent pas non plus la précocité de l'infection, ni l'état de développement ou de risque de développement pour l'instant vers une tuberculose maladie. Donc quand on fait un test IGRA, on dit cet organisme a rencontré Mycobacterium tuberculosis, point. Or, l'organisme qui a rencontré Mycobacterium tuberculosis, par exemple, en Afrique subsaharienne, c'est 90% des personnes ont rencontré Mycobacterium tuberculosis. Actuellement, dans cette salle, on est la moitié à avoir rencontré Mycobacterium tuberculosis. On l'a rencontré parce qu'on est des professionnels de santé. Donc, ce que je veux dire par là, avoir un IGRA positif dans un contexte non évocateur de quelque chose n'a pas d'intérêt. Il a un intérêt, comme l'a souligné le professeur Khoury, c'est-à-dire par exemple de dire est-ce que sur une image, si je fais ce test, et si ce test est négatif, est-ce que ça m'éloigne du diagnostic de la tuberculose? Ça oui. Est-ce que dans un contexte, par exemple, d'altération de l'état général, dans une population où il y a de la tuberculose, ça apporte quelque chose? Je pense que non. C'est-à-dire qu'en gros, il faut situer le contexte d'utilisation pour pouvoir apprécier le bénéfice que l'on peut en tirer. Et là, ça devient une question de super spécialiste. C'est pour ça qu'il ne faut pas la lancer, je dirais, comme un outil dans quelque chose, je dirais, où on ne maîtrise pas cet aspect du problème. Il ne faut pas l'aborder comme un outil facile comme ça. Une seconde question rapidement. Dans quel pourcentage de cas vous avez des résultats douteux ou intermédiaires? Parce que quelquefois les laboratoires nous répondent, on ne sait pas trop. Alors, si vous voulez, le seuil, donc là on parle du quantiféron parce que c'est le plus simple à utiliser. Il y a le deuxième test qui est le test SPOT-TB qui est un autre test. Donc, je vais parler du quantiféron que j'utilise depuis 5 ans. On a déjà utilisé 10 000 quantiférons dans nous-mêmes dans notre service. Donc, le seuil est de 0,35. Il y a ce qu'on appelle deux notions pour répondre à la question. La première, c'est le seuil, la zone grise, c'est-à-dire on considère qu'entre 0,2 et 0,7, on a ce qu'on appelle une négativité douteuse à 0,3 et une positivité douteuse à 0,5, et ça représente entre 6 et 8% de l'ensemble des résultats. L'autre aspect, c'est les indéterminés. Ça, ce sont la zone grise, autour du seuil, des valeurs autour du seuil de 0,35 et les indéterminés qui sont des résultats qui nécessitent l'utilisation, parce que le kit de quantiféron, en fait, c'est 3 tubes. Un tube qui mesure la positivité, un tube qui mesure est-ce que le sujet est immunitairement capable de réagir. Et donc là, il faut regarder les autres tubes et les indéterminés globalement chez une population normalement disons, immunitairement constitué, est autour de 1 à 2%. Il ne dépasse pas 2%. Il est beaucoup plus important, il est de l'ordre 5
à 10%, c'est les populations VIH+, ou qui sont immunodéprimées. Parce qu'ils n'ont pas la réponse, mais ça on le valide avec les autres kits. C'est-à-dire on valide que le sujet n'est pas capable de répondre immunitairement. Donc du coup, sa non-réponse n'a pas de valeur. Sa non-réponse n'a pas de valeur. Merci. Je crois qu'on a trop parlé de quantiférants et des interférents. C'est une histoire qui date depuis 10 ans, vous le savez. Là, je ne sais pas pourquoi toute cette discussion là, actuellement pour 5% en plus ou 10% en moins. D'ailleurs, c'est le même problème qu'on est posé là, avec l'intradermoréaction. On est presque ces mêmes difficultés à 5, 10 ou 15%. Bon, c'est quelque chose à la mode, je sais très bien, mais enfin, finalement, ce qui est très important, c'est que cette partie-là, dont a été par le professeur Ben Khader à propos de toute nouveauté thérapeutique, ça, à mon avis, c'est le problème le plus important. Bon, je sais, ça me rappelle là, cette histoire-là, comme quand on était petit, il y avait l'Ariel qui blanchit. Puis on a mis quelques, je ne sais pas, des points bleus dedans, et on a vu qu'il blanchit encore un peu plus. Puis c'est toujours la même marque, puis on arrive, bon, ce qui était avant, c'est pas bien. Là, je sais très bien, l'intradermo qui a duré une centaine d'années, là, parce qu'il y a là, le quantiférant, on dit que c'est pas, il y a trop de difficultés d'interpréter, de faire tout cela. Je crois qu'elle est toujours valable. On a beaucoup d'expérience qu'avec le quantiférant. Et c'est sûr, dans quelques années, ou peut-être l'année prochaine, il y aura un autre quantiférant, entre parenthèses, qui dit, bon, il est mieux que notre quantiférant. Bon, pour, enfin, finalement, cette histoire des thérapeutiques nouvelles, je crois qu'on est un peu déçu. Moi, personnellement, je suis un peu déçu. Je travaille avec l'OMS. Déçu pourquoi? Parce qu'on parle toujours, on a parlé des vaccins. Là, les vaccins dont vous avez dit, ça a été utilisé en Afrique du Sud, ça n'a pas marché. On disait que le prochain vaccin va être utilisé en 2018. Je crois que ça va être pour 2020 ou 2025. Pour les médicaments, tous les médicaments qui ont été là testés et utilisés, c'est parce que, comme il l'a dit notre ami, parce qu'il y a maintenant cette histoire de la multirésistance, la MDR, et ce n'est pas parce qu'on traite une tuberculose banale. Bon, il paraît qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés actuellement, enfin, qui sont dans les phases 2 ou 3 dans les MDR, ils donnent pas mal de résultats dans la tuberculose sensible. Mais il y a une chose, c'est que vous avez évoqué la rifampicine, qui est actuellement, enfin, le succès de la rifampicine, c'est dans le traitement préventif, dans la chimioprophylaxie des infections tuberculeuses, qui est utilisée pendant 3 mois, une fois par semaine avec le Rimifan. Ça, c'est évident. La deuxième, on a parlé, moi, il y a peut-être 1 ou 2 mois, j'ai reçu quelque chose là, d'un médicament qu'on appelait la bédaquiline, qui est enfin, il disait beaucoup de choses, surtout nos amis américains, parce que tout ce qui vient d'Amérique, c'est quelque chose d'extra. Il disait qu'il va être enfin, comme la découverte de la RIFA dans les années 60, là, il va être actuellement l'antibiotique le plus puissant, que ce soit du point de vue MDR ou XDR ou bien la tuberculose sensitive. Comme je vous dis, c'est la bédaquiline. Pourquoi il est accepté directement en Amérique, ça a été certifié, tout cela. On sait très bien qu'il a refadi parce qu'il est italien, il est resté peut-être 10 ou 15 ans pour que ce soit certifié par nos confrères américains. Il paraît que ça vient de l'Amérique, il est certifié. Et on parle beaucoup de choses, on commence à parler de traitement de 2 ou 3 mois pour la tuberculose sensitive. Merci. Bon, merci. Je vais poser une petite question au docteur Hiam Yacoub. J'ai écouté avec intérêt votre exposé, et surtout sur la répartition des cas de tuberculose au Liban. J'étais surpris de voir que c'est au moins le Liban qu'il y en a le plus, alors qu'on aurait pu envisager que ce soit dans le Bekaa ou dans le Sud qu'il y en ait un petit peu plus. La deuxième question, c'est que est-ce qu'il y a une politique de santé en France, du contrôle, au Liban, pour les travailleurs étrangers qui viennent ici, qui travaillent dans toutes les maisons pratiquement, et surtout maintenant avec l'afflux
nos amis, nos voisins syriens. Est-ce qu'il y a une politique, si vous voulez, de dépistage de tuberculose dans ces populations qui sont relativement à risque parce qu'ils vivent souvent dans des conditions de misère? Je ne sais pas si vous suivez ma question en français ou vous voulez que je dise en arabe. D'accord. Travail. On est en train de mettre un plan sur cette population, les étrangers. On travaille sur ce plan. Donc il n'y a pas de programme pour le moment, il n'y a rien pour le moment. Quoi? Il n'y a rien pour le moment. Non. Pour les domestiques qui travaillent à la maison, qui viennent des Bangladesh, des pays... Non. Quand ils arrivent au Liban, on fait le dépistage, le IDR, la radio, et on traite préventivement. Mais il faut faire plus que ça. La session a été riche et bien discutée, donc on est obligé de conclure. On remercie les orateurs pour la clarté de l'exposé et le public pour avoir assisté.